Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu en cette belle journée? Il annonçait de la pluie, finalement, il pleut pas trop. En tout cas, c'est pas On n'a parti pas à pour se ça. plaindre. Là. Ça fait une semaine là, qu'il fait 28 à peu près. Là. Oui. Ah, le printemps, l'été. Et nous sommes assis dans ma superbe voiture. Ah oui. Ce qui se passe, c'est que hier, on devait enregistrer, finalement, j'ai enregistré avec notre invité Étienne Garbugli. Mais toi, Guy, t'as eu un empêchement de dernière minute, donc t'as pas pu te libérer. Et non, client oblige. Donc, j'ai fait juste l'enregistrement. Et là, aujourd'hui, je me pointe au centre-ville avec ma voiture. Puis, il fait quand même beau, mais là, je viens de fermer le moteur, la climatisation et tout pour qu'on ait le plus de silence possible pour les prochaines minutes. Ce qui veut dire que j'imagine que dans 3, 4, 5 minutes, Mana va commencer de suffoquer. C'est une bonne façon d'arrêter puis de... Ça va nous forcer à faire les choses rapidement. Écoute, Guy, on annonce depuis quelques mois là, que Jean-René Roy, qui organise la conférence DevTeach, nous a offert gratuitement une inscription pour la conférence DevTeach, Ouais. qui cette année, 10e anniversaire, a lieu à Toronto, Ouais. 28, 29, 30 mai, Ouais. mardi, mercredi, jeudi. Conférence où toi, tu vas aussi tu vas présenter hein, sur Azure. Ouais, je présente 3 sessions sur Azure. Moi, je présente dans la track agile. Je fais aussi ce qu'on appelle une pré-conférence, c'est-à-dire une journée de workshop justement le lundi sur l'agilité avec Scrum et TFS. Donc, en plus, c'est un peu spécial, 10e anniversaire. Donc, il y a beaucoup des différents conférenciers internationaux qu'on a eu au travers des années qui veulent être là. Donc, c'est une conférence qui devrait avoir plus de contenu, même de super qualité, même si absolument c'est pas mal de qualité. Puis on n'avait pas quelque chose à faire tirer pour ça? Ben oui, une inscription. Ben oui. Donc là, moi, ça fait une semaine que je contacte des gens en disant « Vous avez gagné ». Et les gens me reviennent en disant je peux pas me libérer pour y aller parce que je leur dis dans l'email si vous pouvez pas libérer, faites-moi le savoir parce que nous on avait fait le tirage en prenant plus qu'un gagnant. On a fait numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je suis rendu au numéro 6 et le 6e aussi m'a confirmé ce matin, il peut pas se libérer. C'est pas parce qu'ils trouvent pas la conférence intéressante, là. Non, c'est souvent ils viennent d'avoir un nouveau contrat, donc pour eux demander à leur employeur dire je vais C'est le quitter timing. Le timing est pas bon. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, ma solution, c'est simple. Pour ceux qui écoutent l'émission, surtout ceux qui l'écoutent les premiers jours où est-ce qu'on publie l'émission, ben, prenez votre chance, envoyez-moi un courrier électronique, un email. Le premier que je reçois, je lui donne l'inscription. Et là, il faut vraiment vouloir y aller, là. Oui, puis on s'entend, ça ne paie pas le billet d'avion, ça ne paie pas l'hôtel. C'est une inscription, ça vaut quand même 700-800 l'inscription. Donc, le premier courriel que tu reçois, Oui. OK? Je vais donner mon adresse email, c'est M comme dans Mario, Cardinal comme dans Cardinal. Donc, M Cardinal en un seul mot, A commercial, mariocardinal.com. Ça en fait des cardinaux, ça? Oui, tout à fait. Donc, M Cardinal, A commercial, mariocardinal.com. Vous m'envoyez un email. Le premier que je reçois, ben, je lui donne l'inscription. Et en passant, on parle de DevTeach. C'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir offrir une inscription gratuite à tous nos auditeurs qui peuvent se libérer par la Toronto, mais malheureusement, c'est pas possible. Mais ce qu'on peut faire, parce que j'ai eu un email justement de Jean-René Roy, j'ai un code rabais. Qui fait que pour ceux qui voudraient s'inscrire puis qui se disent bon ben regarde probablement je gagnerai pas donc je m'inscris, je veux y aller donc au lieu de payer de plein prix, si vous utilisez le code rabais que je vais vous donner, vous allez sauver 250 $. Ben, on peut le mettre sur le site parce qu'il était quand même assez long, là. Ouais, donc je vais l'afficher sur le site où est-ce qu'on met toujours les liens. Je vais marquer code rabais DevTeach, puis après ça avec un lien vers DevTeach. Donc, on vous invite, là, si vous cherchez une bonne conférence, moi, pour avoir fait beaucoup de conférences, toi aussi, tu as fait TechEd, DevConnection, même si c'est une conférence canadienne, c'est pas mal bon. Oui, effectivement. Des super conférenciers, beaucoup de contenu. On apprend en plus, là, beaucoup que payer 3-4 000 $ pour aller par exemple, à TechEd, que j'ai fait plusieurs fois. TechEd, c'est un contenu moins technique, en tout cas moins profond peut-être que ce qu'on peut trouver
Ou en tout cas, un contenu différent. Oui. C'est moins les développeurs, peut-être. Guy, moi, j'ai enregistré hier avec Étienne Garbugli. Oui. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout packagé ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit bip-bip. On va sauter à l'enregistrement que j'ai fait avec Étienne. Puis on va se revoir, nous, pour la fin, pour les actualités. Oui, bip-bip. Je suis avec Étienne Garbugli. Puis, on est dans un environnement, je vais dire, bucolique. C'est peut-être pas si bucolique que ça. On est à l'extérieur. C'est pour ça que vous allez entendre à l'occasion certains petits bruits de fond. On est chez moi, à Saint-Lambert, sur mon patio. Donc, je suis avec Étienne Garbugli. On devait enregistrer aujourd'hui chez mon confrère Guy Barrette, mais malheureusement, Guy a un imprévu. Donc, on a changé nos plans à la dernière minute. Et on s'est plutôt dirigé vers la Rive-Sud, vers chez moi pour enregistrer. Puis, aujourd'hui, on veut parler d'expérience utilisateur avec quelqu'un qui heureusement pour vous, les auditeurs, qui connaît ça. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui connaît ça. Absolument. Donc, Étienne, la formule d'émission, c'est toujours la même. On commence par brosser un peu ton portrait, qui est-ce que t'es, puis après ça, on va parler plus de l'expérience utilisateur, au sens où est-ce que toi, tu l'entends. Puis je pense que c'est le sens plus moderne même de l'expérience utilisateur. C'est un des intérêts que j'avais à t'inviter. Donc, moi, je vais raconter l'histoire, comment je t'ai découvert. Je te connaissais pas jusqu'à il y a 3 semaines, 1 mois à peu près. Okay. Bon, comme beaucoup de nos auditeurs, j'ai un compte LinkedIn. Donc, je reçois un email de LinkedIn à peu près toutes les 2-3 semaines. Ils disent, voici les top stories. Puis, donc, les histoires les plus populaires. Puis, ça se donne qu'il y en a une, c'est 20 façons pour 26 façons pour gagner du temps, je pense, hein. 26 Time Management Acts, dans le fond. Ouais, donc c'est en anglais, donc c'était la traduction de 26 Time Management Acts, ça serait 26 astuces pour améliorer la gestion de son temps. C'est ça. Donc je vois ça, puis je sais pas si vous êtes comme vous, mais moi quand j'ai quelque chose de plate à faire, je pense que ça va être ma comptabilité du mois. Je trouve toutes sortes d'autres raisons pour faire d'autres choses avant. Donc moi aussi je peux être je peux faire en tout cas, je peux pas, ça arrive à l'occasion que je suis pas trop. Ouais, ça m'arrive de procrastiner. Donc là, j'ai cliqué là-dessus en disant, je vais aller voir ces 26 axes. Puis, donc là, je passais à travers, je disais, ouais, ça c'est bon, tu sais, parce que bon, forcément, comme beaucoup de gens, j'avais déjà lu un paquet de choses, je disais, oui, là, c'est bon son point, là, c'est bon son point. Puis, je termine vite de regarder ça. Puis, là, je vois comme il y a un lien où est-ce que ça parle d'expérience utilisateur. Puis ça m'intrigue, donc je reclique le lien. Puis donc je découvre que t'es en Asie ou quelque chose comme ça, puis que t'as travaillé pour TAFWorks. Je fais comme wow, c'est un gars d'informatique ça. Ah, c'est cool. Puis je sais pas si c'est là, mais en tout cas il y a un lien qui m'amène vers Canada. Je dis wow, il reste au Canada. Donc là je reclique pour découvrir que originalement t'étais de la région montréalaise. Donc là je pars à rire en disant bon Dieu. Parce que dans ma tête à moi, c'était vraiment, ça devait être un Américain quelque part qui écrivait, puis même pas en informatique. Donc de fil en aiguille, ce qui a amené à ce que je me dis c'est qui cet Étienne Garbugli là? J'ai réussi à trouver ton LinkedIn, je me suis connecté, puis là je t'ai contacté en disant veux-tu faire un podcast? Donc c'est un peu ma petite histoire de ma découverte d'un expert en ergonomie, expérience utilisateur, qui s'adonne à être un Québécois. Donc donc, Garbugli, c'est pas un nom québécois, ça, à la base. C'est un nom italien. Donc, on est 4e génération d'Italiens au Québec. Et du côté de ma mère, c'est tous des Québécois. Donc, c'est italien par la bande, par le Saguenay, pour plusieurs histoires un peu... Donc, vraiment, là, ton grand-père, par exemple, il vit au Saguenay, là. Absolument. Mon arrière-grand-père a déménagé au Saguenay de Montréal. Avant, il était à New York, et avant ça, il était dans une petite ville en Italie qui s'appelle Canavraccio. Donc, puis bon, toi, t'as passé ta jeunesse ici, ça arrive. J'ai grandi sur la Rive-Sud, j'habite à Montréal. Après ça, j'ai fait une escale en Asie pendant environ 1 an. Donc, puis t'as étudié en quoi, cette formation de base? À la base, dans le fond, j'ai étudié en communication à Concordia. OK. Et c'est une partie de l'histoire. J'ai étudié, après ça, j'ai fait un DSS en affaires électroniques au HEC. Mais le gros de ce que j'ai appris, je pense que je l'ai appris de manière autodidacte. Puis là, ça fait combien d'années que t'es allé vivre en Asie? C'est en 2010 jusqu'en 2011. Donc, quoi, 2 ans, 3 ans? Environ.
Donc, tu décides littéralement de... Bon, tu travaillais ici, à Montréal. J'étais consultant à Montréal pendant 2 ans et demi environ. Donc, j'avais la compagnie Cotigo, j'avais une petite équipe. Je faisais des mandats de consultation en ergonomie. Et je trouvais que je commençais à plafonner un peu. J'avais aussi l'expérience, le désir d'aller vivre à l'étranger. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller me chercher un emploi à l'étranger. J'avais déjà visité Hong Kong, j'avais adoré. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé d'aller là-bas. Et quand t'es parti pour aller c'est Hong Kong le premier endroit où t'es allé ou Hong Kong la première ville, exactement. Est-ce que t'avais déjà trouvé un emploi ou tu t'es dit non? J'avais pas d'emploi. Non. Donc là, c'était vraiment l'aventure. Ouais, en fait, ce que j'allais faire en partie, c'est d'aller tester un peu à quel point la vie peut être fluide ou peut être flexible. Je voulais voir à quel point on pouvait rebâtir sa vie, à s'adapter à un nouvel événement, ça fait même. C'était un peu sur un apprentissage personnel de ce côté-là. Mais également, je voulais apprendre d'autres choses qui n'étaient pas nécessairement faites à Montréal, apprendre d'autres connaissances. Je pense au niveau du mobile. Puis finalement, je me suis ramassé à apprendre beaucoup au niveau de l'agile et tout ce qui était d'autres méthodes un peu de collaboration qui sont super intéressantes chez ThoughtWorks. C'est ça, parce que tu te retrouvais à travailler au bureau de ThoughtWorks. Ouais, c'était un peu une expérience, une histoire un peu spéciale. Dans le fond, la deuxième journée à Hong Kong, je suis allé boire et j'ai rencontré un Américain qui travaille chez Disney qui a dit qu'il allait me connecter avec quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider à trouver un emploi. Donc t'es dans un bar à Hong Kong. Ouais, avec des Américains sous qui me parlent de ça. Et finalement, 2 semaines après, il me connecte avec la personne. 1 mois après, je rencontre la personne qui me pose des questions, me demande qu'est-ce que je recherche. Et finalement, me dit, OK, est-ce que tu connais la compagnie qui s'appelle ThoughtWorks? Que je connaissais pas à ce point-là. Et finalement, 2 jours après ça, j'ai une entrevue avec quelqu'un en Angleterre qui est le chef de l'expérience utilisateur chez ThoughtWorks. Une entrevue avec le patron à Beijing. Dans le fond, l'objectif était que j'aille travailler à Pékin ou à Beijing pour aller un peu gérer ce volet-là pour eux. Et finalement, après 2 entrevues-là, j'ai été envoyé à Beijing en une journée. Je suis allé aller-retour à Beijing pour aller passer 4 entrevues, un test sur le leadership, un test sur le raisonnement, un test de programmation, tout ça en une journée. Puis je suis revenu à Hong Kong et j'avais un emploi qui commençait après le long processus pour avoir un visa de travail en Chine en tant qu'expert étranger. Donc quand tu étais parti, parce que bon, tu parles français, mais tu parles aussi anglais, donc tu maîtrisais 2 langues. Ouais. Tu es à Hong Kong. Est-ce que tu avais déjà le plan à ce moment-là d'apprendre le mandarin? Le mandarin? Ouais. Ou tu voulais déjà apprendre le mandarin? Oui, mais je l'ai pas fait assez tôt dans le fond. Quand j'ai commencé à travailler, en janvier 2011. Je parlais à peu près pas chinois. Mm-hmm. Et on m'avait dit justement que le travail se faisait tout en anglais, donc il n'y avait pas vraiment de problème. Mais c'était plus difficile que ce qu'on m'avait dit au niveau de la communication en chinois, au niveau de la collaboration avec des personnes qui sont de langue chinoise. Donc là, t'as pas eu le choix, là. En quelques mois, il fallait que tu maîtrises mieux ton mandarin. Ben, en fait, depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, j'apprends le chinois. Donc ça fait 2 ans et demi environ. Donc parce que même si tu es revenu au Canada, tu continues à suivre des cours? Absolument. Je suis des cours avec l'école Confucius, qui est l'école, dans le fond, qui est liée avec le gouvernement chinois. Puis les autres, je pense qu'ils sont aussi, je pense, à Dawson. Je pense qu'il y en a peut-être à Champlain, sur la Rive-Sud. Ouais. OK. Donc là, t'es là-bas, t'as fait presque 1 an, je pense. J'ai fait un peu plus que 6 mois chez ThoughtWorks directement. Mm-hmm. Donc, après ça, j'ai décidé d'aller à Singapour. J'allais regarder une autre ville également de ce côté. Je pensais partir d'une business là-bas. Du fait qu'à Beijing, c'est difficile de partir d'entreprise. C'est le côté réseautage, c'est assez fermé. Puis il n'y a pas beaucoup de réseautage pour du monde qui sont pas assez à l'aise en chinois. Parce qu'une chose qu'on n'a pas dit, c'est dans l'âme, t'es pas juste quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, comme partir, aller travailler à l'extérieur, mais t'es un entrepreneur. Ouais, en fait, au total, j'ai parti 4 entreprises, dont 2 startups. Est-ce que t'as eu ta propre entreprise de consultation, comme tu as dit, pendant 2 ans? Ça allait très bien. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Je l'ai fermé en partant en Asie. Donc, à Singapour, là, tu voulais partir un start-up? Je voulais partir, dans le fond, on regardait au niveau du commerce électronique, de ce côté-là. On testait, dans le fond, on faisait de la validation de produits. Donc, on avait product market fit au niveau notre plateforme. Dans le fond, on voulait faire vendre de l'or des artisans d'Asie, donc de différents pays même. Mon partenaire était chinois. De Singapour. Et on avait trouvé un bassin d'artistes qui pouvait nous aider à vendre ça, le transposer dans les pays occidentaux. Par le web. Par le web, également. Okay. Un peu dans le modèle d'un threadless, mais en ayant un modèle qui supporte davantage un peu les communautés asiatiques. Okay.
Donc, on avait trouvé le bon modèle, les affaires comme ça, mais si jamais quelqu'un a l'intention d'aller partir une business à Singapour, c'est bien d'apprendre qu'il faut avoir un fonds de roulement de 5 000 $ minimum par mois, qu'une bière, ça vaut 16 $, et que de vivre là-bas, c'est pas donné du tout, mais que le financement est très bon. Pourquoi tu dis qu'il faut avoir un fonds de roulement de 5 000 $? Pour avoir le visa là-bas, mon partenaire était local, mais moi j'étais étranger. Okay. Pour pouvoir le visa comme entrepreneur, il faut soit avoir beaucoup d'argent ou avoir se payer un salaire de 5 000 $. Donc il y a possibilité de faire des sticks comme ça. Et chaque mois se renvoyer l'argent. Ils veulent pas des gens qui sont presque pas d'argent. Exactement. Donc, bootstrapper à Singapour, c'est pas le meilleur plan. Bootstrapping, pour les auditeurs qui sont peut-être pas familiers, c'est une technique où est-ce qu'on utilise soit nos fonds propres et souvent on va utiliser plus les revenus initiaux de la compagnie ou des revenus connexes, par exemple des revenus de consultation pour financer notre démarrage d'entreprise. Exactement. OK. Donc rapidement, tu te retrouves dans la situation où tu peux plus garder ton visa. C'est-tu là que tu prends la décision de revenir vers le Canada? J'y pensais. Je pensais continuer peut-être directement aller à San Francisco. J'avais commencé à faire des recherches de ce côté-là, mais c'est une autre difficulté au niveau du visa. Donc j'ai décidé de retourner à Montréal pour donner une autre chance ou réessayer un peu de partir une compagnie ici. Ce que j'ai fait en arrivant à Montréal. Puis, parce que là, principalement, tu fais de la consultation. Actuellement, oui, exactement. Ouais. Puis, donc, tu es à ton compte. Oui. Donc, comme Guy, comme moi, beaucoup de monde à Montréal, c'est leur façon de gagner notre vie. Consultant indépendant, il y a un marché pour ça, il y a beaucoup de demandes, donc. Absolument. On vit bien. Donc, est-ce que c'est ton plan de carrière de dire je vais faire de la consultation ou tu as une vision je dirais que j'ai une vision mixte maintenant. J'essaie de combiner. Ce que j'ai décidé de faire, dans le fond, j'ai commencé à faire la consultation en septembre dernier. Mm-hmm. Et ça va beaucoup plus vite une fois qu'on l'a déjà fait. On sait déjà comment s'approcher. Puis j'ai quand même un certain talent pour me faire ma propre promotion. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai commencé à séparer et avoir différents types de revenus. Donc maintenant, je fais la formation, je donne la formation en ergonomie au crime. Mm-hmm. Le Centre de recherche informatique de Montréal. À Montréal et à Québec. Également, on est en train de préparer une deuxième formation qui est en UX, le mix, l'UX, l'arrimage de l'UX à l'agile. Donc, spécifiquement dans ce domaine-là, qui est un petit peu un trou qui est au niveau de la formation. De ce côté-là. Donc, en même temps, j'ai mes revenus de consultation. Et je travaille également depuis septembre dernier, j'ai écrit un livre. Donc j'essaie un peu. C'est quoi le livre? Est-ce qu'il y a déjà un titre ou Oui, en fait, c'est à voir spécifiquement. Dans le fond, c'est au niveau de la validation des produits pour de trouver le bon produit et le bon marché en B2B. C'est un peu des problèmes qu'on avait dans notre startup précédemment. Là, ton livre, est-ce que c'est un livre? Parce qu'il y a vraiment deux tendances quand on écrit un livre. On peut soit écrire un livre avec un éditeur classique, puis le processus est un peu plus long. Puis il y a aussi beaucoup qui disent non, je vais être mon propre éditeur, je vais mettre mon livre en ligne sur Amazon. Est-ce que tu as décidé du chemin que tu voulais prendre? Je regarde un peu les deux. Dans le fond, les deux ont leur point fort. Un est moins de travail, mais peut apporter beaucoup plus beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de revenus, beaucoup moins le processus est beaucoup plus décidé par quelqu'un d'autre. Tandis que l'autre peut être plus gagnant au niveau monétaire, mais par contre, il y a beaucoup plus de travail pour faire sa propre édition, pour faire son propre la création, la mise en marché du livre. Puis souvent, je dirais, les gens, moi, je viens de finir d'écrire un livre avec Addison Wesley. Okay. Mais quand tu décides avec un éditeur, tu vas plus pour le prestige si tu vas avec un éditeur. En tout cas, autant que possible, si jamais vous prenez ce chemin-là, prends un bon éditeur. Parce que tu veux aller chercher le prestige, parce qu'on fait pas d'argent vraiment beaucoup à écrire un livre. Bon, si on fait de l'argent, c'est plus par les retombées connexes au niveau consultation, par exemple. Ouais. Donc là, c'est ce qui occupe beaucoup de ton énergie. Oui. En fait, c'est un peu deux choses. J'ai passé l'automne un peu à passer en entrevue différents entrepreneurs. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, tant québécois qu'américains, dont Martin Ouellet de Taléo et d'autres entrepreneurs qui ont très bien réussi. Donc, j'essaie de comprendre un peu leur modèle au niveau de qu'est-ce qui a mené au succès de l'entreprise et comment ils en sont arrivés au bon produit pour le bon marché. Okay. C'est une partie des histoires qui vont en livre, mais c'est une partie également de l'apprentissage que je fais à mesure que j'écris le livre. Ça me permet également de bâtir des modèles qui vont être utiles au niveau du lancement d'une entreprise future, et également au niveau de la consultation.
on apprend quand même beaucoup plus en démarrant les entreprises ou en faisant la recherche vraiment poussée comme ça que d'aller aux études ou d'avoir un emploi 9 à 5 selon moi. Donc, on veut parler d'expérience utilisateur. Puis, une des choses en tout cas, moi, un des intérêts que j'avais en t'approchant, c'est que c'est clair que t'es quelqu'un qui a une opinion. Déjà, c'est une belle qualité, c'est-à-dire que tu vas avoir une parce qu'aujourd'hui, on peut dire, le terme expérience utilisateur, c'est un mot un peu galvaudé. En tout cas, c'est une espèce de contenant dans lequel on met beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut démêler ça? Oui, on le peut. En fait, à la base, j'organisais, il y a une association au Québec qui est Usabilité Québec, qui est devenue UX Québec en fonction de l'expérience utilisateur, le UX. Ça, l'acronyme souvent qu'on va utiliser, c'est UX pour User Experience. User Experience qui est expérience utilisateur. Ouais. Donc, mais avant environ 2010, 2009, c'était pas encore vraiment mainstream autant que ça l'est maintenant, donc c'était pas encore aussi adapté. Et on parlait d'ergonomie dans ce temps-là, de plus d'utilisabilité, ces termes-là. Mm-hmm. Donc, après ça, le terme UX est devenu très adapté, très utilisé. Et il y a eu plusieurs professions qui sont un peu tombées en dessous de ça. Donc, il y a eu des problèmes avant, il y avait des problèmes au niveau de faire connaître l'ergonomie, faire connaître l'utilisabilité. Et après ça, il y a eu des problèmes de faire ressortir les différents éléments de l'ergonomie. Donc, si on regarde souvent, une des métriques de ça peut être de regarder les offres d'emploi. Mm-hmm. Et souvent, les offres d'emploi, c'est des profils mixtes qui sont pas nécessairement des expertises qui se combinent aussi facilement que possible. Donc, il y a souvent, on va demander quelqu'un qui est en expérience utilisateur et qui doit autant faire la recherche, faire les tests d'utilisabilité, faire le design des wireframes, des fils de fer et de l'architecture d'information, et aussi implémenter au niveau du front-end, au niveau on veut Superman. Exactement. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'expertise comme ça, qui peut tant faire le design de manière vraiment excellente, être directeur artistique, mais également de comprendre toute la partie recherche. Donc, c'est un peu le problème, la difficulté de l'UX, parce que l'UX, c'est des profils, je sais pas si vous connaissez le modèle T-shaped donc, c'est un profil qui est large, dans le sens c'est un profil généraliste, avec une expertise qui est vraiment en ergonomie. Okay. Donc, normalement, c'est ce modèle-là. Et ce qui fait, dans le fond, c'est que les gens qui font entrer en ergonomie ont souvent de l'expertise dans plusieurs domaines. Mon domaine étant en communication, il y a beaucoup d'autres personnes en ergonomie qui ont étudié au deuxième cycle en ingénierie. Donc, c'est deux différents profils et souvent, ça mène à différents types d'expertise. Moi, quand j'ai fait ma maîtrise en génie, j'avais fait comme une petite mineure en ergonomie. Okay. Parce qu'il y avait un professeur à l'époque à Polytechnique qui arrivait, lui, de la NASA, puis il y avait beaucoup de spécialisation là-dedans. OK. À l'époque, ça s'appelait ergonomie, là. On parle de 2000, non, même pas, 1900, ça meurt. Bon, il y a 20 ans, il y avait juste un mot ergonomie. mais c'est un peu le problème au Québec, en fait, c'est parce que c'est seulement enseigné au deuxième cycle. Donc, la majorité des gens ont un autre type d'études. Et en même temps, maintenant, c'est enseigné dans les écoles comme l'INIS à Montréal, mais vraiment d'un point de vue technique. Donc, faire des wireframes, ce qui est pas vraiment... Ça, si on le prend... Tu sais, tu me parlais tout à l'heure de différencier la partie plus concrète vers la partie stratégique. Donc, si on parle de le rôle d'expérience utilisateur très concret, souvent, les gens vont parler... tu sais, moi, je te parlais de fameux rôle intégrateur qu'on a dans les équipes. Là, le gars ou la fille qui s'occupe de s'assurer qu'il y a une expérience utilisateur un peu plus jolie et un peu plus belle que ce que le programmeur pourrait faire. Parce qu'on s'entend, les programmeurs, c'est pas leur métier de base. Hein? En fait, souvent, maintenant, ça commence à être un peu appelé développeur UX. Ouais. Donc, on parle encore d'expérience utilisateur, ce qui concrètement, c'est la vraie chose. C'est vraiment de l'expérience utilisateur également. Mais c'est très différent du métier que moi j'ai. Puis là, pour un développeur, est-ce qu'on entend là, par exemple quelqu'un qui ferait du tu sais, bon, les balises HTML, c'est pas ça qui sont simples, ils sont compliqués, c'est plus des gens à ce moment-là qui maîtriseraient très bien, par exemple web, ça serait CSS. Exactement. Ou s'ils sont plus dans les modèles, les autres modèles à balises, par exemple du côté Microsoft, ça serait du XAML. Ça pourrait être également de ça. Donc on parle un développeur UX dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui maîtrise qui fait l'interface, qui met en place l'interface. Mais qui travaille souvent avec cette personne-là, on a quelqu'un qui va designer l'interface également. Donc, un profil plus graphique. Et c'est les rôles qui sont plus traditionnels en développement. Puis, si on revient juste le rôle des développeurs avant de parler du graphisme, souvent maintenant, on a beaucoup les gens vont parler, on veut faire du responsive design. C'est-à-dire qu'on voudrait que l'expérience soit aussi bonne sur un petit téléphone mobile que sur un
iPad, une tablette que sur un gros écran. Puis il y a beaucoup de frameworks, où les gens commencent à travailler des frameworks. Est-ce que c'est le développeur où là on tombe trop dans du stratégique, ça tombe plus dans sa cour, ou c'est encore dans la cour du développeur? Normalement, une des choses, puis ça fait partie des cours justement que j'enseigne au CRIB, c'est on apprend aux gens à définir bien la tâche, parce que pas si on fait du responsive, quelle est la tâche principale que je vais effectuer sur un cellulaire, un téléphone mobile. Je veux pas, il faut apprendre à prioriser un peu les différents éléments d'information, les différents outils qui vont être sur un système informatique. Donc tout ce que tu dis, c'est à la base, c'est une stratégie de responsive parce qu'on se rend compte que la tâche doit être faite sur plusieurs types d'équipements informatiques. Effectivement, c'est de bien comprendre la tâche et c'est une grosse partie justement du travail en ergonomie, de comprendre la tâche de l'utilisateur et le type d'utilisateur. Donc, comprendre la tâche de l'utilisateur, c'est sûr que le développeur, faut qu'il la comprenne, mais est-ce que c'est lui qui va faire toute cette analyse-là où on n'est pas vraiment, dans leur métier, eux autres, c'est déjà compris, c'est déjà formalisé d'une certaine, puis lui, ou elle, il ramasse ça, puis là, il va créer le CSS pour ça? Oui, mais d'un point de vue ergonomique, on peut regarder quelqu'un qui ferait la recherche, comprendrait la tâche, ferait de la modélisation de tâches, regarderait comment les gens travaillent spécifiquement. Et après ça passerait au niveau des fils de fer wireframe, donc il y aurait une expression de tout ça au niveau visuel, qui peut-être passerait par le design graphique et il y aurait au niveau de l'intégration du contenu, l'intégration des mécanismes, des interactions. OK. Donc là, c'est intéressant. C'est une classe de plus haut niveau. Ça commence par toute la partie analyse, capture de l'information, et de ça, on fait l'analyse de tâches. Puis à un moment donné, de ça, on va monter les storyboards, puis tous les fils de fer, donc Et là, après ça, on va aller vers le plus concret, c'est-à-dire alimenter les designers qui, eux autres, font le visuel, en tout cas les éléments graphiques, et le développeur qui, lui, intègre tout ça. Je vais vous mettre d'un point de vue plus concret. Dans le fond, je travaillais dans quelques années chez Aéroplan, où j'étais lead au niveau de l'ergonomie là-bas. Donc, ce qu'on faisait là-bas, on était en train de concevoir un système de réservation de vol pour les agents du centre d'appel d'Aéroplan. Donc, dans la même bâtisse, on avait 350 agents au téléphone. Juste pour les auditeurs, Aéroplan, c'est un système de points, un peu comme les fameux... programme de loyauté, dans le fond, un programme d'utilisation. C'est ça. Puis il était associé très étroitement avec Air Canada. Donc, beaucoup de gens utilisaient les points Aéroplan pour acheter des billets d'avion. Donc là, il y a beaucoup de gens qui appelaient ou qui utilisaient le système pour dire, je veux m'acheter des billets d'avion. Donc là, il y avait un besoin d'avoir de l'outillage pour aider les... Absolument. En fait, à la base, Air Canada et Aéroplan, c'était la même compagnie. Aéroplan est sorti de l'enceinte de Air Canada. Et les deux compagnies devraient créer leur propre système de réservation de vol. Du fait, Aéroplan créait son propre système de réservation de vol parce qu'ils utilisent des points et non pas de l'argent. Ouais. Donc, il y avait ce besoin-là. Et ils avaient un système qui datait de 1986, qui avait 3 couleurs. Donc, on passait de ce vieux système-là qui avait été codé dans les années 80 par une compagnie en Inde et on pouvait avoir un système complètement web qui était bâti, qui faisait les mêmes fonctionnalités, qui faisait tout le même et probablement plus de fonctionnalités. Ou... Absolument. La première fois, c'était de le maintenir, puis après ça, c'était de le faire évoluer. Okay. Donc, on avait accès directement à un groupe de 350 personnes. Et au niveau de la recherche, ce qu'on faisait... Les 350 personnes étant les employés d'Aéroplan? Étant les employés qui travaillaient dans la même bâtisse. Okay. Donc, l'objectif du projet était de réduire le temps d'appel. Donc, on avait un temps d'appel qui était peut-être une douzaine de minutes. Mm-hmm. Et il calculait que je crois que c'était chaque minute équivalait à un nombre... La personne qui appelait, c'était vraiment le titulaire de la carte Aéroplan? Absolument. Lui, il appelait en disant, je veux réserver... Ouais. Puis là, il y avait un paquet de contraintes. Je veux changer mes informations, je veux changer mes vols, je veux faire racheter une d'autres personnes à mon vol. Donc, en moyenne, les gens passaient 12 minutes au téléphone avec un... Environ pour un appel. Donc, c'est des coûts. Si on calcule chaque appel fois chaque personne là. Tu vas juste réduire à 10 minutes, 2 minutes, puis sur le nombre d'appels, tu peux ultimement passer de 350 employés à 320, puis... On peut le regarder de même également. Ou assigner les employés à faire autre chose. Ouais, absolument. Ce qui fait que c'est des personnes syndiquées. C'est pas la façon qu'ils regardaient ça. Tu peux pas forcément dire on va les remercier. Absolument. OK. Donc, là, tu travailles sur ce projet-là, puis là, justement, il y a les différents rôles, les différents métiers. Exactement. Donc, au début, ce que je faisais, c'était d'aller observer comment les gens travaillaient. On écoutait sur les appels, on regardait comment les gens travaillaient, on modélisait les tâches, les scénarios lors des appels. Donc modéliser, c'est-tu juste faire une espèce de liste où il y a des techniques... Ça pourrait être des ANSI, des différents graphiques comme ça pour regarder ça.
ou sinon ça peut être seulement de prendre des notes également de ce côté-là. OK. Donc, dans ce cas-ci, je pense pas qu'on est allé si loin au niveau de la modélisation, mais c'était de prendre des notes puis comprendre vraiment le rôle et les problématiques. Une des problématiques qui était ressortie, c'est dans le fond, on se rendait compte que les gens prenaient note des numéros de carte de crédit et c'était pas au bon moment, dans le fond, dans l'appel, ce qui nous fait comprendre que c'était pas au bon moment dans l'appel. Donc, ça nous permet de comprendre la vraie séquence d'utilisation des logiciels et on peut comprendre également les raccourcis que les gens se créent pour réussir à résoudre les problèmes. Ouais, comme avoir un bout de papier pour écrire un numéro qu'ils savent qu'ils vont avoir besoin plus tard, mais qui est... On le voit souvent, dans le fond, si on travaille on va dans le bureau de quelqu'un, souvent ils vont avoir des notes sur le bord de l'ordinateur. Et c'est souvent parce que ça donne une indication qu'il y a un problème avec un logiciel quelconque. Ouais. Quand je vais dans des banques, souvent, là, ils ont plusieurs post-it. Ouais. Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes avec leur logiciel. Ouais. Des fois, c'est juste gérer les mots de passe. Donc, quelqu'un va afficher son mot de passe, puis c'est pas très sécure de faire ça. Donc, la première partie, c'est ça. C'est vraiment comprendre les tâches des gens et comprendre le type d'utilisateur. Donc, on faisait des entrevues avec les différentes personnes et on s'est comprendre leur profil. Autant pour créer des personas, qui est un peu l'artefact qui ressort de ça, c'est un peu un profil typique des différents utilisateurs de ce système-là, mais autant également pour aller cibler les besoins, les vrais besoins, les besoins cachés, les différentes façons d'optimiser où on pourrait réussir à sauver du temps, qu'est-ce qu'ils aiment moins également de ce côté-là. Donc c'est vraiment de faire la recherche et de comprendre le type d'utilisateur qu'on a et le type de tâches qu'ils effectuent. À quel moment le fameux développeur web ou le fameux designer rentrer en ligne de compte? Ben, je dirais que c'est encore un peu plus loin, parce que dans le fond, l'extrant de ça, dans le fond, la sortie de ça, serait d'aller créer des fils de fer, des wireframes. Qui fait ça, des fils de fer? C'est pas un développeur, là. Non, ben, ça peut être dans certaines compagnies. J'ai travaillé avec des entreprises qui ont les développeurs qui le font, ce qui est bon également. Mais dans d'autres entreprises, comme dans ce cas-ci, dans le fond, c'était des gros fils de fer. Dans les équipes agiles, il y a une grosse tendance à dire, on veut plus faire du fil de fer trop sophistiqué, on veut vraiment faire ce qu'on appelle du low fidelity. Ouais. PowerPoint étant un des produits parfaits souvent pour faire ça, ou il y a des produits spécialisés pour le faire. Oui, mais effectivement, c'est la bonne approche, je pense, d'aller de plus en plus agile de ce côté-là. Mais ça en prend quand même assez pour réduire les risques au niveau du développement. Puis, est-ce que tu as un point de vue, parce que souvent même les gens vont dire, avant même d'aller au low fidelity, paper prototyping, donc prototyper avec du papier. Donc, ça c'est excellent. En fait, moi ce que j'aime faire souvent, c'est au niveau whiteboard directement. Et travailler au niveau collaboratif. C'est un peu les modèles de ThoughtWorks, travailler directement sur le whiteboard. On va faire une inception d'une semaine, on va travailler, on va faire différents tests, on va avoir du monde qui va rentrer, ils vont regarder ça, on va faire des tests d'usabilité directement sur des maquettes qui peuvent être juste donc ça, c'est pas en tout le métier du développeur web. Souvent, on va les intégrer. L'idéal, c'est d'avoir des équipes mixtes, parce que pas tous les gens vont comprendre le produit, comprendre la vision, comprendre cet ensemble-là, et les perspectives vont ressortir de tout le monde. Puis, est-ce qu'il y a un nom qui exprime ce nouveau métier-là? Dans l'industrie, tu sais, les gens qui font ça, le low fidelity, paper prototyping, ou qui vont jusqu'à faire des fils de fer, ou même si on prend, par exemple, avec la technologie Microsoft, vont faire les blends. Je trouve qu'il est un peu trop loin, là, mais... Ben, si je me fie au modèle de ThoughtWorks, dans ce cas-ci, c'est souvent les designers UX ou les business analysts, les analystes d'affaires. Donc, c'est ces deux personnes-là qui souvent modéraient ce type de rencontre. Donc là, il y a comme trois rôles qu'on voit. Ouais. Il y a le développeur UX, qui lui est le spécialiste CSS ou XAML, ou, il y a le designer graphique, qui lui est souvent le spécialiste du Photoshop, puis de Illustrator. Est-ce que je me trompe ou... Oui, c'est ça, mais en même temps, on peut le regarder d'un point de vue plus large également. Ça peut être directeur artistique, c'est la personne qui va également dicter le look and feel, un peu le sentiment qu'on a vraiment l'expérience. Et après ça, il y a aussi l'analyste qui lui fait le pont entre les besoins les besoins et justement donc là lui il va travailler sur tout ce qui est prototypage avec papier, prototypage low fidélité. Et si vous êtes chanceux dans vos organisations, peut-être que les trois rôles peuvent être faits par la même personne, mais c'est plutôt rare parce que là, on commence à parler... C'est compliqué. C'est un peu comme de dire si quelqu'un devrait faire le design, la programmation du back-end et également la mise en marché d'un produit. Donc, c'est des profils d'entrepreneurs. Parce que l'analyste, lui, il faut qu'il tienne compte aussi du client. Normalement, il faut faire le pont entre les besoins clients et les besoins utilisateurs. Donc, on va essayer de trouver la ligne entre les deux, le juste milieu entre les deux. Donc, tout le lien de commercialisation, si on fait un produit pour vendre à des clients ou... Mais là, on vient de rajouter un autre niveau. Ça peut être autant le gestionnaire de produits. Ça dépend du type d'entreprise, mais... Donc, souvent, là, on n'aura pas des analystes pour ça. Ça va être plus comme le chef de produit ou qui, lui, a plus au niveau stratégie, puis dire, bon, mais mon produit, je vais le vendre de cette façon-là. Mais ce rôle-là, typiquement, ne tombe pas sous ce qui est considéré UX. Ah non? Bien qu'il y ait souvent une arc une corde à son arc.
qui est en UX de ce côté-là. Donc, le dernier rôle qui manque peut-être dans cette équation-là, c'est l'ergonome pur, qui est la personne qui va faire l'évaluation d'un système informatique et s'assurer de la correspondance de ce qui est... Ça existe beaucoup, ergonome pur? Oui. C'est comme par après pour faire un constat ou? Par après, mais de manière de plus en plus, ce qui est intéressant, en fait, si on regarde les modèles, je sais que chez Desjardins, c'est ça. Ils vont faire des cycles. C'est la même chose, des cycles agiles. Donc, mettons qu'on a une itération de 2 semaines, on va faire des tests d'usabilité. Et souvent, une des règles en ergonomie, c'est de pas tester ce qu'on a conçu nous-mêmes pour éviter les biais. Ouais. Donc, d'avoir cette personne-ci qui va faire le pont et qui va ramener les considérations. Donc, je peux comprendre le besoin qu'un ergonome peut, mais il y a aussi, tu sais, maintenant, avec surtout si on fait, c'est vrai que pour un produit à l'interne, ça s'applique, c'est peut-être mieux d'engager un ergonome, mais c'est pour ça qu'on fait un produit, puis on sait c'est de pouvoir être capable d'avoir tout ce qui, savoir où est-ce que les gens ont cliqué, les fameuses, comment on dit ça, trouver des points chauds dans une page. Un peu du eye tracking. Du eye tracking. Donc, c'est pas la nouvelle tactique de dire, on va aller chercher, voir qu'est-ce que les gens font maintenant. C'est une façon d'aller chercher l'information. En fait, ce qui est la différence entre, parce que là, on peut parler aussi de l'analytique qui tombe là-dedans, les tests AB, les tests multivariés. C'est ça que, surtout si on veut faire, par exemple, des pages web, on veut que les gens fassent une action finale qui est achetée. Ouais. Il y a un excellent de designer aux États-Unis, dans le fond, qui s'appelle Joshua Porter. Il a écrit un livre justement sur les designer les interfaces sociaux. Et il a également fait l'entreprise Performable, qui est une compagnie qui a été vendue à HubSpot. Okay. Cette personne-là, dans le fond, parle dans ses présentations, dans le fond, tout ce qui est quantitatif. Donc, on parle ici d'analytique, on parle de AB, de multivarié. Ça permet d'aller chercher le locus optima, dans le fond, ce qui est le point maximum du système qui est mis en place. Mais ça permet pas de voir s'il y a pas une montagne à qui est encore plus élevée. L'ergonome, lui, pourrait te permettre de faire ce saut. Les tests d'usabilité nous permettent de comprendre pourquoi, tandis que les tests quantitatifs nous permettent de comprendre quoi. Donc, je comprends c'est quoi la problématique. Ici, dans ce cas-ci, je comprends qu'il y a un problème avec la page de sign up. Mais de comprendre spécifiquement c'est quoi le problème, habituellement, c'est davantage utile de parler des utilisateurs pour vraiment comprendre c'est quoi les problématiques, parce qu'on peut se rendre compte que la problématique n'est pas dans les champs d'inscription, mais vraiment au niveau du concept ou du produit qu'il y a une problématique. Okay, parce que ce que j'aime bien comprendre, c'est quoi la plus-value de l'ergonome à ce moment-là, parce que lui, il vient répondre au pourquoi. Il vient répondre exactement pourquoi au niveau des tests de ce côté-là. Donc, c'est possible d'aller regarder toutes les problématiques d'un site internet via le côté quantitatif, donc l'analytique, trouver des problématiques. Ouais. Mais on saura pas c'est quoi les problématiques directement. Donc, on saura pas c'est quoi les problématiques précises. Lui, il va se servir de tous les quantitatifs pour s'alimenter? S'il fait bien sa job, normalement, effectivement. Donc, souvent, lorsque je travaille, je vais utiliser autant le côté quantitatif que le côté qualitatif. On peut également chercher différents types de sondages, on peut aller chercher d'autres informations et d'autres métriques. Donc, c'est pour supporter, mais en même temps, les deux se complémentent à ce niveau-là. Parce que, tu sais, moi, il y a des choses qui me surprennent beaucoup dans tout ce qui est justement, quand on regarde au niveau mise en marché, par exemple, d'une page web. Tu sais, par exemple, les gens découvrent que le mot get est un mot important. En tout cas, en anglais, les gens, puis qu'il y a des changements aussi banals comme, qui, théoriquement, d'un point de vue logique, n'aurait pas de sens, comme mettre le mot my, même si t'as pas qu'on convertit, mais dire que c'est à toi maintenant, les gens vont cliquer comme 30 ou 40% plus. Puis, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi les gens font my. Mais à ce moment-là, dans quelle mesure l'ergonome peut vraiment arriver à dire, je vais vous expliquer pourquoi ils font ça, c'est comme des comportements humains qui sont durs à... La façon que je le vois, en fait, l'ergonomie est une combinaison d'un côté plus technologique, plus ingénierie de ce côté-là, compréhension du web. Au niveau de design, un autre volet de ce côté-là, un côté psychologie puis un côté marketing ou communication. Okay. Donc, c'est un mix de ces quatre différentes perspectives-là. Donc, rappelle-moi les 4 perspectives. Donc, ce serait le côté qui est plus design, le côté qui est marketing, le côté psychologie, puis le côté qui est plus technique de ce côté-là. OK. Parce qu'on pense souvent, tu sais, UX technique, design, mais là, toi, tu viens de mettre 2 autres axes, marketing et psychologie. Absolument. Il y a des gens qui vont parler de design persuasif, mais tout design devrait être persuasif jusqu'à un certain point. Donc, chaque design essaie de communiquer quelque chose, chaque page devrait avoir un objectif, chaque système devrait avoir des métriques de performance. Normalement, ça devrait être comme ça. Ben, même ultimement, dans n'importe quelle application qu'on fait, chaque écran, il y a un but à chaque écran, il y a une finalité.
S'il y a pas de but, normalement on l'élimine parce qu'il y a pas de pertinence à le concevoir. Puis, tu sais, on pourrait même, un peu comme on cherche toujours à voir c'est quoi c'est quoi ta conversion, si t'es dans une page web, ben, même dans une application, il y a une finalité, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là? Il y a pas mal toujours une conversion. S'il y a pas de conversion, c'est qu'il y a pas d'objectif nécessairement avec un site. Que ce soit autant un site brochure qui peut dire, OK, j'aimerais ça que les gens m'appellent. Donc, c'est déjà une conversion de ce côté-là. Ou un site transactionnel. Parce que la technique, beaucoup, il était sablé dans ce cas-là. C'est-à-dire, j'essaie un paquet d'affaires puis je vérifie lesquelles marchent plus. Et exactement le problème, c'est j'essaie un paquet d'affaires. Donc, je peux essayer des affaires au hasard de même. Mais peut-être je comprends pas que l'offre en tant que telle va seulement me donner 30% de retour sur investissement, quand une autre offre à côté qui serait complètement différente va me donner 80% de... C'est comme si on parle de concevoir des produits. On pourrait mettre plusieurs produits, des pages en ligne, et je fais du A/B, je regarde qu'est-ce qui marche le mieux. Ça va pas nécessairement dire que le produit qui va être là, ça va être la meilleure compagnie que je peux aller chercher. Ouais, ok. Donc si je comprends pas les vrais besoins des utilisateurs, je laisse beaucoup d'argent ou laisse beaucoup d'opportunités sur la table. Ok. Puis là, toi, t'as la chance beaucoup de travailler avec les équipes agiles parce que le gros défi, en tout cas, moi, je pense, tu me confirmeras ou tu me diras, non, tu dois pas avoir la même opinion que moi, là, c'est tout à fait normal. Mais moi, je pense qu'un des gros défis qu'on a, puis c'est pourquoi l'agilité est si importante, c'est que on fait pas un produit pour une personne. Absolument. On fait un produit pour un paquet de monde, puis très souvent, même si au minimum, là, il va y avoir au moins 15 intervenants minimum. J'ai rarement vu en bas de 15. Puis si tu fais un produit grand public, ben théoriquement, c'est des millions, mais on peut quand même ramener à différents types de rôles. Puis la difficulté qu'on a, c'est que ces 15 types d'intervenants-là, ils s'entendent pas entre eux autres. Ils ont même des objectifs qui sont souvent en contradiction. Puis là, c'est là tout le défi. Pourquoi tu sais comment être... Puis ils sont en contradiction parce que souvent, eux-mêmes comprennent pas tout à fait ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a une dynamique un peu psychologique. T'es agilité, dis, ben regarde, on va faire des petites boucles de rétroaction rapides, pour leur ramener le plus vite possible du concret pour qu'eux autres soient dans un processus d'apprentissage, puis on va itérer de cette façon-là. Dans quelle mesure ça influence maintenant beaucoup toute l'expérience utilisateur? Je pense que c'est fondamental maintenant l'agilité dans le ouais, mais je dirais que ça, en fait, c'est très arrimé au processus traditionnel de UCD, dans le fond, qui est User-Centered Design, dans le fond, il y a une norme là-dessus. Et c'est un processus qui est itératif, qui est en boucle. Dans le fond, je vais chercher les requis, je conçois, je vais aller avec les utilisateurs. Fait que c'est un peu le même principe dans ce cas-ci. Quelque part, on dirait même que les gens en expérience utilisateur, eux autres étaient en avance beaucoup sur les informaticiens parce que ça fait très longtemps que vous travaillez avec un système itératif en boucle. Ouais, en fait, il y a toujours eu un problème. Je pense qu'il y a toujours un problème au niveau de comment se mettre de l'avant au niveau de l'ergonomie. Donc, au niveau de la mise en marché des services, la compréhension de ça. Si on parle, on peut le regarder de notre point de vue au niveau entreprise. On parle souvent d'aller faire des entrevues justement pour comprendre les besoins des clients, cette affaire-là. Mais c'est des techniques de recherche d'ergonomie. Des techniques à la base sont des techniques d'ergonomie, mais qui ont été mises de l'avant par des entrepreneurs parce qu'eux savaient comment le promouvoir d'une manière qui était plus facile. Donc ça a été mis mainstream, c'est devenu plus adopté à cause des entrepreneurs, mais c'est quand même des techniques à la base qui étaient conçues par des économes. Dans les grosses organisations, quand c'est du développement interne, souvent les autres ils vont utiliser plus des analystes métiers ou des analystes d'affaires, qui eux-mêmes ont leur organisation, ils ont leur... Puis donc eux en tout cas historiquement ils étaient plus accrochés à un modèle plus traditionnel où est-ce que les besoins, on fait une grande phase d'analyse de besoins. Puis c'était peut-être une des causes qui fait que l'ergonomie, en tout cas l'expérience utilisateur rentrait pas explicitement dans le processus parce que eux ils devenaient un peu comme le gardien de tout ça, puis ils ont dit on a une façon de procéder mais qui eux autres aussi, j'imagine, leur métier est complètement changé. Ouais. Ben, en fait, je pense au niveau des équipes, il y a un grand avantage d'avoir un meilleur arrimage des rôles, avoir plus de mélange des rôles. Du fait maintenant de plus en plus d'analystes d'affaires, justement, vont commencer à s'intéresser à l'ergonomie parce qu'ils se rendent compte que ça tombe de plus en plus dans leur plate-bande. D'ailleurs, c'est ça, tu l'as dit. Il y a un gros pan de mur de tout ce qui est l'expérience utilisateur, c'est le cœur du métier de l'analyste. Oui, mais je dirais que les techniques pour y arriver, c'est pas la même chose, dans le fond. Parce que on parle d'un analyste d'affaires qui va regarder les besoins d'affaires. Mais la recherche utilisateur va aller chercher les besoins des utilisateurs. C'est l'autre volet qui manque souvent. Et pour faire la recherche souvent qui combine les deux, je dirais que le 70% de la valeur vient souvent du côté des utilisateurs. À ce moment-là, pourquoi que les analystes changeraient pas leur façon de faire en disant regarde, oui, j'ai des besoins, mais je vais aller confirmer. Mais je crois qu'ils devraient définitivement.
Mais c'est pas des techniques qui sont enseignées à la base. C'est souvent parce que souvent, si on regarde mettons qu'on va focuser sur une approche plus agile, parce que si on est pour discuter de quoi, discutons de ce qui est vraiment important, oublions le traditionnel. Dans une approche agile, souvent on commence avec des user stories. Ouais. Donc, on exprime le besoin avec une courte phrase. Et très rapidement, on se rend compte que juste la courte phrase, c'est pas assez, on a besoin de plus. Premièrement, si on veut que l'équipe nous estime rapidement, bon, c'est quoi l'ampleur du travail? On dit, ben, regarde, on veut savoir plus. Donc, c'est pour ça que souvent, on va voir, avoir des exemples concrets de c'est quoi l'expérience utilisateur. Donc là, souvent, les gens, tu sais, si on prendrait un coursier, c'est dit, ben, regarde, on va te créer tout de suite un storyboard, on va te créer tout de suite des maquettes d'écran. On peut pas aller directement aux maquettes d'écran si on n'a pas fait un peu d'analyse de qu'est-ce qu'est le métier. Souvent, l'agilité, ils vont dire, c'est avoir la conversation avec nos intervenants, donc avoir des conversations aussi avec les utilisateurs, faire du storyboarding sur des tableaux blancs, parce qu'on a assez un paquet de choses, puis à un moment donné, on fait du paper prototyping, puis à un moment donné, quand il y a de plus en plus de consensus, à un moment donné, on dit, ben non, on peut faire un lot fidélité, et à cette étape-là, on peut revenir auprès de l'équipe de développement, dire, ben, pouvez-vous nous dire un estimé vite de c'est quoi l'effort là-dessus? On est-tu dans une story qu'on peut sprinter ou un trop grosse pour encore plus la diviser? Mais encore là, on parle d'un processus agile. Au niveau développement, c'est beaucoup mieux qu'un processus waterfall, cascade. Mais au point de vue compréhension des besoins, compréhension des requis, là, on a une équipe qui a déterminé eux-mêmes les user stories. Donc, OK, je peux arriver là. Souvent, dans un Scrum, on va dire qu'il y a un chef de produit, un product owner. Mais on donne la responsabilité à une ou quelques personnes de définir le produit. Ça a du bien, ça a du mauvais. Je sais pas si vous avez vu il y a un graphique qui a été diffusé sur plusieurs sites. C'est dans un cercle, c'est un graphique Venn, un diagramme Venn. Ouais. Donc dans un cercle, c'est ce que les gens viennent regarder sur le site de l'université et ce qui a été mis en place. Donc entre les deux, il y a très peu que les gens de la business pensent que les gens vont regarder. Ouais. Donc il y a souvent l'intersection est très mince. Exactement. Donc, c'est comment on détermine notre MVP selon ce qui va avoir le plus de valeur pour les utilisateurs. MVP dans le sens de Minimal Viable Product. Exactement. Le produit minimal, viable. Oui. Donc, de ce côté-là, c'est beau qu'on ait les user stories. Après ça, on les regarder d'un point de vue technique. On va dire, OK, oui, ça, c'est faisable, c'est réalisable dans l'itération, mais c'est pas nécessairement ce qui a le plus de valeur. Puis, une des choses qui me surprend beaucoup au Québec et au niveau design, développement, c'est le très faible nombre de gens qui utilisent le modèle Kano pour aller regarder le type de fonctionnalité qui doit être mis en place. Donc, c'est quoi ça, le modèle Kano? C'est l'acronyme, j'imagine? Kano, non, c'est un chercheur japonais des années 80. Ah, K-A-N-O. Kano, exactement. Donc, son modèle permet de lister les fonctionnalités sur 3 différentes variables. Donc, une qui étant les variables, les basics. Donc, dans le fond, c'est les fonctionnalités qui ajoutent pas de valeur à un logiciel, mais qui sont nécessaires. Ouais. Donc, ici, on parle d'un sign-up, d'une inscription. Ça te prend ça, mais il y a personne qui va faire wow quand il voit ça. Wow, il y a une belle collection. Non, il y a personne qui va arriver sur un site puis va dire, c'est pour ça que j'y vais. Le deuxième qui est, je sais pas, c'est productive. Il y a différents noms pour les 3 catégories. Mais en fait, c'est les fonctionnalités qui sont l'élément central du logiciel. Et qui sont les éléments où l'équipe de développement peut vraiment se développer. Ça, c'est le core. C'est le core. Le cœur de ce que, c'est le pourquoi, la souffrance que les gens veulent satisfaire avec ce produit-là. Effectivement. Et après ça, on rajoute à ça les fonctionnalités qui sont existantes, qui rajoutent du plus-value. C'est les moments où les personnes vont arriver à utiliser le logiciel et vont dire, wow. Ça, c'est vraiment super. Delightful, si on dirait en anglais. Exactement. Donc, c'est quelque chose que les gens... Qui va y rendre un délice. Ouais. Puis si on parle d'un point de vue d'expérience utilisateur, on veut que les gens arrivent sur le système, l'application, peu importe qu'est-ce qu'on conçoit, et qu'il y a vraiment ce moment-là où là, wow, ça c'est vraiment bien. Dans un processus itératif, habituellement, tu vas commencer par le minimal, puis après ça tu refais des itérations, puis tu vas arriver au wow, plusieurs itérations plus tard. Oui, ça dépend comment on le regarde. Par contre, de ce côté-là, c'est comment on veut prioriser les éléments. C'est vrai, t'as raison. Le wow peut avoir un certain besoin. Dans le mandat que je fais actuellement, dans le fond, le wow est l'élément distinctif qui va pousser les gens. Vous voulez la mettre vite, comme une fonctionnalité vite, pour que le niveau d'adoption par la nouvelle clientèle, par les clientèles existantes, elle soit comme, wow, on va aller vers ça. Effectivement. Plutôt que de dire, on va te la donner plus tard parce que... C'est la valeur perçue. C'est qu'est-ce qui va faire que les gens vont changer de logiciel à utiliser le nouveau logiciel. Ils vont dire, wow, il y a vraiment quelque chose qui est spécial de ce côté-là. C'est notre killer feature,
notre élément qui va vraiment rajouter quelque chose qui est pas prévu par les utilisateurs, mais qui est vraiment de valeur ajoutée. Mais si ce wow-là demande si t'es capable de faire cette itération, des fois t'as pas le choix, faut que tu le compartimentes Absolument. plus petit pour être capable quand même d'avoir un processus itératif sur 2 semaines ou 3 semaines. Ouais. Et c'est en allant, parce que même d'un élément wow, il peut y avoir différents sous-éléments, comme un user story, il peut être sous-segmenté en différentes user stories. Donc on peut comprendre une priorité. Dans le fond, il y a jamais 2 fonctionnalités qui ont la même priorité pour de vrai pour un logiciel. Dans les fonctionnalités qui valent la peine d'être conçues. Et donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment de comprendre quel élément devrait venir en premier. Et ça fait partie de tout ce qui est recherche utilisateur pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on conçoit, qu'est-ce qui a plus de valeur perçue, autant que de la valeur réelle pour le logiciel. Donc, c'est une des choses que je retiens de ce que tu nous dis, c'est, les user stories, c'est le fun, mais vous devriez toujours jumeler à vos user stories une recherche utilisateur pour comprendre comment les gens utilisent ou en tout cas, comment les gens font leur processus actuel, parce qu'il y a peut-être un outil informatique en place déjà où il y a rien. Pour après ça, faire des exemples concrets de, peut-être pour réalimenter vos user stories pour en dire, il nous manque des pans de mur. Et reprioriser correctement. Et après ça, avoir des exemples concrets qui sont vraiment plus attachés avec ce que les gens font sur le terrain. Absolument. Et toute cette recherche-là, ça rend objective les décisions. Donc, c'est très difficile d'arriver dans une pièce et de dire, OK, on a 35 personnes qui trouvent que ça, c'est l'élément qui est le plus important et l'élément qui a le plus de valeur pour eux, sur 45 personnes. C'est très difficile d'arriver dans un argument après ça puis de dire, OK, mais on va faire l'autre fonctionnalité. Ça permet vraiment de prioriser d'une manière claire. Là, les techniques que vous prenez pour prioriser, c'est quoi? Faites faire faire voter les gens? Ça peut être une façon comme ça. Récemment, on a fait de la priorisation forcée. Donc, dans le fond, c'est on a une liste de différents éléments et on a différents types d'utilisateurs dans des sous-groupes qui doivent argumenter entre eux pour s'entendre sur l'ordre des fonctionnalités. Et là, vous les forcez à dire, vous me donnez un ordre. Absolument. Il n'y a pas 2 fonctionnalités qui peuvent être au même niveau. Donc, c'est 15 fonctionnalités, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15. Comme ça. Donc, ça nous permet d'arriver, dans ce cas-ci, on avait 8 différents groupes. Donc, on a 8 différentes versions de la réalité ou des vrais besoins. Ce qui nous permet de déterminer, en faisant un écart entre les différents types de personnes, la vraie valeur perçue des gens pour ça. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Les 8 groupes étant des représentatifs de des fameux rôles. Exactement, de nos personas, des types d'utilisateurs qui seraient du système. Dans ce cas-ci, c'est un intranet. Donc, c'est tout le monde dans l'entreprise. Mais une autre façon de le faire serait en allant avec des analyses canaux qui se fait au niveau sondage. Je peux avoir des questions aux gens. Et dans le fond, on pose des questions. À quel niveau est-ce que vous seriez déçu si cette fonctionnalité-là n'était pas dans le logiciel? Donc, 4 degrés. Et à quel degré serez-vous heureux si c'était dans le logiciel? Donc, on a ces différentes variables-là. Et après ça, il y a une calculation qui se fait au niveau des outils quand ils sont bien conçus automatiquement, qui va me dire que ces fonctionnalités-là tombent dans cette boîte-là. Fonctionnalité-là, ça tombe dans cette boîte-là. Parce que le fondamental, c'est avant même de commencer à faire le développement UX, avant même de designer des fameuses images, le rendu visuel, c'est posez-vous la question pour faire la bonne chose. Parce que absolument. Si tu fais pas même des belles images puis une programmation écœurante en CSS, de la mauvaise affaire, ça rendra pas plus heureux vos utilisateurs. Absolument. Ben, je pense une des endroits où je rajoute le plus de valeur lorsque je travaille chez un client, c'est vraiment au niveau de fournir des objectifs qui sont priorisés et au niveau de fournir des fonctionnalités ou des groupes de fonctionnalités qui sont priorisés. Donc, ça permet de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important au niveau à faire. Donc, les objectifs, le positionnement de l'application, quelle manière on va mettre ça de l'avant, autant que qu'est-ce qui doit être mis dans notre MVP ou un autre feature set dans le fond de notre application. Encore là, mais MVP pour les gens, c'est vraiment comme la version 1 du produit, mais minimaliste. Exactement. L'étendue minimale des nombres de fonctionnalités. Parce qu'habituellement, c'est ce qu'on veut. On veut le plus rapidement possible donner de quoi à nos utilisateurs. Parce que là, on commence des boucles de rétroaction, puis parce qu'un produit qui est vraiment utilisé n'est jamais fini. On continue toujours à le faire évoluer, puis à acheter de nouvelles fonctionnalités. Ouais. Ça, c'est un autre bon point, en fait, au niveau du développement. Puis ce qui est vraiment bien, c'est qu'il commence à avoir des entreprises comme ThoughtWorks, justement, qui commencent à viser sur le continuous, dans le fond, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que on pense souvent en termes d'impression, dans le fond, des campagnes de marketing. On lance le système, il est fini, on s'en va chez nous, on boit une bière. On touche plus, dans 6 ans, puis dans 6 ans, on jette trop aux poubelles, mais on en fera un autre. Exactement.
Donc ça, c'est un modèle qui est archaïque, selon moi. Maintenant, donc la vie continue après le lancement. On doit lancer des nouvelles fonctionnalités. On doit évoluer. Puis avec cette vision-là, on peut penser aussi à lancer notre produit beaucoup plus vite en disant, j'ai pas besoin d'avoir le produit complet. Juste besoin d'avoir assez de fonctionnalités pour que des utilisateurs puissent l'utiliser. Puis c'est ça qu'on appelle souvent le minimal viable product, le produit qui a au moins, qui couvre assez de fonctionnalités pour que les utilisateurs disent, oui, ça vaut la peine de l'utiliser. Si on regarde actuellement, dans le fond, comme je mentionnais, je travaille sur un intranet. Et ce qu'on se rend compte après la recherche, c'est que pour notre phase numéro 1, il y a vraiment 3 ou 4 fonctionnalités qui sont vraiment importantes sur une liste qu'on avait des 60 Donc, si vous faites ces 4 premières fonctionnalités-là, vraiment, vraiment bien, on va avoir des utilisateurs qui vont au moins trouver de la valeur dans la première itération directement. Ils vont se mettre à l'utiliser. Exactement, ils vont se mettre à l'utiliser, bien qu'ils vont se rendre compte qu'il manque ci, il manque ça, mais... Ça veut peut-être dire, vous autres, dans un cas d'intranet, à ce moment-là, ça veut juste dire qu'il y a la nouvelle partie, puis en parallèle, il y a le vieux qui continue, puis même, on peut avoir temporairement des liens pour m'amener vers le vieux, parce que c'est un système en constante évolution à ce moment-là. Mais c'est tant que la valeur qui est principale, qui est ce que je vais aller rechercher sur l'intranet, est là, on sait déjà que notre premier release, notre première phase, va avoir de la valeur pour les utilisateurs, les différents types d'utilisateurs, assez pour les engager, et qu'il y a une certaine activation. Si on a un auditeur qui dit, wow, moi là, vraiment, parce que souvent les gens, tu sais, il y a des gens là, dans leur carrière, à un moment donné, se rendent compte de dire, moi, je m'intéresse plus aux gens, tout ça. Donc, technique, là, développeur, ça m'intéresse cette histoire-là d'expérience utilisateur. C'est quoi le meilleur chemin pour pouvoir aller chercher bon, c'est sûr que lire les bons blogs, se documenter, donc il y a probablement des bons livres. Je sais que tu en as déjà donné un tout à l'heure. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait justement la transition du niveau de développement vers ergonomie. Certaines personnes ont fait justement la maîtrise en ergonomie, je pense à la Polytechnique, celle-là. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, en fait, ce qui est vraiment bien parce que ça permet d'appuyer ses connaissances sur un background plus technique. Mais il y a également d'autres mondes qui sont si on est en entreprise, c'est peut-être juste aller voir, suivre tes cours au crime. C'est une bonne façon de commencer. En fait, il y a beaucoup de personnes, surtout à Montréal, en fait, il y a beaucoup de personnes à Montréal qui sont d'un profil développeur ou un profil analyste, qui viennent suivre les cours. Et généralement, ça leur permet de bâtir les bons réflexes lorsqu'ils approchent des problématiques. Parce que souvent, même s'il n'y a pas d'ergonome dans une équipe, c'est bien de commencer à avoir la réflexion, OK, je vais faire ça demain parce que je sais que ça, c'est mieux que comme ça. Mm-hmm. Ça fait juste rajouter une autre corde à l'arc et ça rajoute de la valeur au niveau de l'implémentation et de la validation. Donc, c'est sûr qu'il y a des cours. Sinon, est-ce qu'il y a, toi, y a-tu comme un blog, quelqu'un que tu lis, tu dis, hey, ça, c'est intéressant de suivre ça? Tu vas me dire, il y en a probablement plusieurs, mais... Il y en a plusieurs, effectivement. Je dirais, dans ceux qui sont, il y a des livres qui sont très, très, très populaires, qui sont sortis. Dans le fond, il y a le livre Don't Make Me Think de Steve Krug, qui est un classique. On va mettre le lien sur la page. Absolument. Il y a celui-là. Un livre que j'aime beaucoup personnellement, c'est Defensive Design, qui est dans le fond, qui est toute la contingence au niveau des erreurs. Donc, au lieu de faire la gestion d'erreurs, comment on prévoit les erreurs dans un système informatique, qui est un bon volet d'ergonomie. Ça, c'est de l'équipe de 37 Signals. Il y a ça, il y a, qu'est-ce qu'il y a de bon? Il y a toujours l'approche un peu de Jacob Nielsen qui est très traditionnelle. Le fameux livre, j'oublie son nom, mais en tout cas, je vois la pochette, là, les couleurs, mais on va mettre le lien, on va le trouver. Il y a celui-là, sinon les livres Joshua Porter sont excellents également pour ça, là, au niveau du design des interfaces. Il y a un livre spécifiquement sur le design des formulaires de Luc Robesky qui est basé sur l'oculométrie. Donc le temps de fixation sur chaque champ. Et ça, c'est super intéressant. Enfin, c'est très intéressant si on conçoit des formulaires. Donc ça, c'est quand même une bonne vision. Il y a beaucoup de livres un peu plus traditionnels là-dedans. OK. Étienne, on te remercie beaucoup. J'espère que ça donne une bonne vue d'ensemble, que c'est pas juste être dans son Photoshop et faire des images PNG, puis c'est surtout pas juste faire l'intégration de l'expérience utilisateur, c'est beaucoup plus vaste que ça. Absolument. Merci beaucoup. Les actualités avec Guy Barrette. Et oui, plein de nouvelles choses. Et devine de quelle équipe, mon cher Mario? Azure, probablement. Et oui, effectivement. On voit, il y a un cycle là, au niveau des releases là, qui est quand même assez fou. Là. Oh, les autres sont sur un cycle à peu près, là, tous les un mois et demi, il y a des nouvelles annonces. Il y a tout le temps des nouvelles annonces parce que faut comprendre que dans l'équipe Azure, il y a plusieurs équipes.
différentes. Puis ils sont chacun sur leur cycle, là, puis dès que c'est prêt, c'est un peu comme le mode agile, là, où on n'attend pas qu'il y ait, je sais pas moi, à chaque année qu'il y ait un release majeur. Mais non, dès qu'on est prêt. Vu qu'ils sont sur le cloud, ils n'ont pas besoin de demander l'approbation des gens d'IT à l'interne de leurs clients. Ils déploient sur le cloud et c'est disponible. C'est disponible. C'est la beauté du cloud. D'ailleurs, il faut se préparer à ça. Là. Le concept ou l'approche déploiement continu va devenir encore plus une réalité avec les années qui passent. Puis à un moment donné, on n'aura plus en tout cas, le packaging d'un produit tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça va probablement être bien différent avec les années qui vont passer. Mais je fais juste un aparté parce que il y a eu la conférence d'Adobe cette semaine. Ouais. Puis Adobe a annoncé qu'il n'allait plus avoir de produits dans les boîtes. On va le mettre d'ailleurs sur une actualité importante, ça. Eux autres, puis ils fonctionnent en mode subscription. Oui. Donc, Ils t'achètes. appellent ça Connect, là. Ouais, je pense que c'est Adobe Connect maintenant que ça ouais. s'appelle. Ou Creative Cloud. C'est vrai. Fait que, en fait, t'achètes. Mettons Photoshop, là. Avant, tu pouvais l'acheter à $800 ou Le télécharger sur ton PC. Ou acheter une boîte en magasin. Maintenant, c'est plus ça, là. C'est $20 par mois. Tu payes... Tu as accès à tous les produits d'Adobe. Ben, ça, c'est $50. Là. Ça, c'est plus dispendieux, mais quand même. Fait que on est vraiment dans un mode, là, l'industrie tourne, change. Là. Donc, revenons à Azure. Donc, c'est quoi les dernières nouveautés? Donc, les machines virtuelles qui étaient en mode preview, entre guillemets, bêta, depuis un an, sont maintenant officialisées, sont releasées avec le SLA qui vient en conséquence. Microsoft aussi a annoncé 2 nouvelles tailles de machines virtuelles, aussi avec plus de mémoire, pour ceux par exemple qui veulent installer un serveur SQL avec un nombre extraordinaire de mémoire vive. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est assez flexible comme système. Et suite à ça, Microsoft a annoncé, en fait, une semaine après l'annonce du General Availability, Microsoft a déjà annoncé des announcements, des nouveaux features, comme au niveau du Virtual Network. C'est maintenant possible de créer ce qu'on appelle des point-to-site connectivity. Mettons, tu as un client sur la route, là, un usager sur la route, mais il peut se connecter sur un virtual network que tu vas créer dans le monde Azure. Il faut voir que beaucoup de ces améliorations-là que Microsoft font, c'est des fonctionnalités pour réussir à convaincre sûrement des gros clients pour dire, bon, ben là, tu peux maintenant impartitionner vers notre cloud à nous. Parce que là-dedans, un des enjeux pour Microsoft, c'est de convaincre de plus en plus de clients de dire, bon, ben regarde, on bouge vers le cloud. Puis ils font pas ça tout en une étape, hein, c'est par petits bouts, puis absolument. Et effectivement. Puis suite à ça, Microsoft a aussi annoncé le release du SDK de Windows Azure. Donc si vous développez, si vous dans des applications qui vont être hostées dans le cloud, ben, il y a une nouvelle version du SDK qui est maintenant disponible, qui règle certains petits problèmes qu'il y avait avec la version 1.8 là, au niveau des références, là, entre autres, mais qui rajoute plein de fonctionnalités au niveau des websites, les nouvelles tailles de machines virtuelles, par exemple, sont incluses là-dedans. Donc, pas mal de choses au niveau d'Azure. Puis, la dernière petite chose qui est pas Azure, c'est le release de la nouvelle version de WebMatrix, la version 3 de WebMatrix. Ils ont ajouté 3 choses intéressantes. Donc, l'intégration, évidemment, au niveau du cloud. Donc, on peut publier dans les websites, par exemple. L'intégration dans des gestionnaires de sources, ça n'existait pas avant. Donc, Git et TFS. Puis la possibilité aussi d'éditer en mode remote. Donc, au lieu d'éditer localement, puis ensuite de publier, d'éditer directement le fichier. Là. Donc, ça, c'est possible. OK. Donc, c'est un beau petit outil WebMatrix. Si vous ne l'avez pas utilisé, ça vaut vraiment la peine de télécharger. C'est gratuit en plus. Ben, c'est gratuit, exactement. OK. Et voilà. On peut peut-être nous autres rajouter peut-être juste une petite nouvelle, Guy. On va faire on va essayer de mettre nos lunettes pour voir le futur. On sait que dans quelques semaines, il va y avoir la conférence Build
à la fin du mois de juin. Ouais. Et là, les rumeurs sont toutes associées à dire, bon, ben, Microsoft va annoncer la version comme 8.1 de... En fait, c'est plus des rumeurs parce que la VP Ouais, c'est vrai. qui s'occupe de Windows maintenant a annoncé, je pense qu'il y a 2 jours, là, qu'effectivement, il allait avoir une nouvelle version de Windows cet été, puis qu'on allait avoir un preview. Donc, Ma question pour toi, Guy, Ouais. est-ce qu'on va revoir le fameux bouton Start revenir dans la Windows 8.1? ben, j'imagine. Microsoft doit faire taire tous les détracteurs là, de Windows qui... Moi, je vais faire... moi, je vais être le pessimiste. Je vais dire que non. Tu vas dire que non? Non, ou en tout cas, s'ils remettent ça, ça ne sera pas le Start comme on le connaissait. Ça veut dire que ça va être peut-être un bouton Start. Quand tu cliques dessus, ça te ramène encore Ah, dans peut-être. Donc, une solution Intermédiaire. qui satisfiera personne. Puis parce que j'ai l'impression que je vois sur la nature humaine. C'est difficile pour la nature humaine de reconnaître une erreur. Et là, ça fait 1 an et demi qui martèle, j'ai l'impression que ça va être très difficile pour les équipes de Microsoft de reconnaître cette erreur-là, puis de revenir en arrière. Puis on sait comment est la nature humaine. Au lieu de revenir en arrière et de dire, bon, reprenons du début, ben là, ils vont essayer de noyer le poisson en disant, on vous donne une nouvelle fonctionnalité qui fait ci, mais qui fait ça. Mais finalement, personne ne va être encore satisfait parce que le message est très clair, c'est ramenez-nous le fameux bouton Start. D'ailleurs, moi, je connais personne dans mon entourage qui utilise Windows 8 sans l'application Start 8. Oui, effectivement. C'est 4,99$, Start 8, t'installes ça. La compagnie qui fait ce produit-là, Stardock, sont morts de rire parce qu'ils en vendent, écoute, des millions, là. C'est pas 100 000, là, c'est des millions de copies de Start 8. 5$. Ting! C'est 5 millions de dollars qui rentrent dans cette petite compagnie-là. Donc, Ah oui, c'est assez spécial. Fait que là, tu penses que ça va être une espèce d'hybride, une espèce de bouton qui va nous ramener à l'interface métro? En tout cas, j'ai peur. Je te dis juste que, tu sais, connaissant... moi, j'y vais juste, c'est vraiment un gut feeling. Connaissant, en tout cas, si vraiment ils font vraiment en marche arrière, je vais vraiment publiquement faire mon meilleur culpa en disant « Ah, j'ai vraiment douté de Microsoft, mais je doute, je suis sceptique. » Ça va peut-être être aussi des compromis. Là, on fabule, là. Ouais. On s'entend, là... peut-être que dans la version entreprise, là, celle qui est faite pour le volume license, peut-être qu'il ramènerait dans cette version-là, peut-être pas dans la version desktop, Parce qu'on sait qu'une des fonctionnalités qu'ils vont ajouter, c'est le support pour des résolutions un peu plus petites pour être capable de supporter des bidules à 7 pouces et moins. Ouais. Donc, en tout cas, 7 pouces, 8 pouces. Donc ça, c'est comme très clair. Il y a même eu des fuites du côté d'Amazon que il y a des compagnies qui ont déjà... Et ça, il y a un produit qui est sorti... Asus, HTC, en tout ouais. cas. Donc, on sait qu'il va y avoir des équipements 7 pouces. Ça, c'est bien. Donc, il faut que la résolution diminue. Puis là, présentement, le minimum, c'est 1366. Puis là, il ramènerait ça à 1024, ce qui permettrait de pouvoir faire des équipements bas de gamme qui, malheureusement, vu qu'ils ont un système d'exploitation Windows, ne se vendront pas de moins de 200$, vont peut-être se vendre entre 200 et 300$, même si c'est du bas de gamme. Ça, c'est la réalité. Souvent, il y a tout... si Microsoft voudrait vraiment être sérieux, là, il faudrait qu'ils trouvent moyen d'arriver avec un produit à 150$ qui offre les mêmes fonctionnalités qu'on peut faire avec un iPad, plus la convivialité du Windows, et là, il serait... Mais là, en tout cas. Mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à faire ça. Bon, ben ceci étant dit, Guy, Une dernier dernière, point. Une dernière petite chose, j'ai cru voir passer des courriels comme quoi qu'en mai, au niveau de la communauté .NET, Oui. il y avait des meetings qui étaient annulés, donc peut-être vérifier sur le site de Je la peux déjà me communauté. confirmer, vu que je suis dans la communauté. C'est la séance du 13 mai et du 20 mai sont annulées. OK. Puis c'est malheureux, on a su à la dernière minute qu'il y avait des rénovations que Microsoft a comme pas le choix de faire. Puis là, ils sont obligés de confisquer ou en tout cas de mettre à terre leur salle de réunion OK. que nous on utilise habituellement. Donc on avait des réunions de cédulés le 13, le 20 et le 27. Et le 13-20 on annule parce que à court terme on pouvait vraiment pas sortir de bord. Mais pour le 27 on a réussi à trouver une salle. Donc ça va être au Centre de recherche informatique de Montréal. Le crime. Et ensuite, au mois de juin, là, on récupère notre salle qui va probablement être toute
belle et modernisée parce que c'est un peu l'objectif aussi de Microsoft, c'est tant qu'à avoir à faire des rénovations, ils vont rénover pour la cause. Ils vont-tu la métrifier ou... Je sais pas, hein, ils vont avoir, ce qu'on appelle mettre toutes des interfaces plats en 2 dimensions, rien en 3 dimensions. Aïe, 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 aïe. Écoute, sur ça, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. Oui. Et on se revoit au mois de juin. On va faire une émission sur justement tout ce qui est base de données et agilité. Oh. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, on a quelqu'un qui... Un DBA agile? Ben, c'est pas si on besoin d'un DBA agile, mais quelqu'un qui a beaucoup d'expérience à vivre ça, puis qui va nous donner, finalement, en plus de nous raconter ce que lui a vécu, c'est les meilleures pratiques, ou en tout cas, comment y arriver à faire en sorte que nos schémas de BD évoluent au même rythme que notre code. Intéressant. Oui. À la prochaine. Visual Studio Talk Show.